Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo est de montrer un diagramme ETL sur Google Cloud Platform. Ce diagramme ETL, en fait, précédemment, j'ai montré ce même diagramme ETL avec le fait d'utiliser pour la partie transformation Cloud Run, Dataflow avec le même schéma. Mais aujourd'hui, je vais montrer la même approche, mais avec Dataproc Serverless. Précédemment, j'avais montré une vidéo et créé un article pour montrer en détail comment écrire un job avec Spark et Scala avec un use case réel et complet. Et ensuite, comment déployer ce job Dataproc Spark Scala avec Dataproc Serverless sur Google Cloud. Et en fait, je l'avais montré avec Cloud Build, mais aujourd'hui, j'ai trouvé intéressant de montrer comment intégrer ce job Spark avec Dataproc Serverless avec une architecture ETL et avec un outil qui permet de faire de l'orchestration de pipeline comme Apache Airflow. Alors, j'ai montré différentes vidéos avec Apache Airflow, qui est un outil très connu pour faire de l'orchestration de tâches et de l'orchestration de pipeline, ce qui veut dire qu'on va pouvoir séquencer différentes tâches avec Apache Airflow. Donc du coup, dans la réalité des projets, la plupart du temps, quand on va travailler avec des diagrammes en mode batch, il va falloir interagir avec des fichiers et potentiellement faire des déplacements de fichiers en fin de traitement. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai trouvé intéressant de montrer vraiment comment intégrer le Dataproc Serverless avec Apache Airflow et ensuite avec Cloud Composer. Donc là, si vous avez suivi mes différentes vidéos, vous ne serez pas dépaysé par rapport à ce diagramme-là. Ici, sur la partie centrale en vert, on a la partie orchestration avec Airflow et Cloud Composer, parce que Cloud Composer, c'est l'outil managé sur Google Cloud qui nous propose de l'Apache Airflow directement. Lorsqu'on crée le cluster Cloud Composer, il y a Apache Airflow dedans. Et en fait, là, je vais montrer le même use case que j'ai montré précédemment, où en fait, on va lire de la donnée JSON brute depuis Cloud Storage. Ensuite, le job Dataproc Serverless va avoir la responsabilité d'appliquer la partie transformation avec les règles métiers. On va calculer des données de domaine et ensuite, à la fin du job, on va sauvegarder le résultat dans une table BigQuery. Donc ça, c'est la partie orchestration avec Spark Scala et Dataproc Serverless. Ensuite, sur la partie de gauche, comme souvent, on a la partie automatisation et déploiement avec Cloud Build, qui est un outil serverless sur Google Cloud. Et on a un peu une approche similaire à ce que j'ai montré précédemment dans les autres use cases. C'est que on va avoir deux jobs Cloud Build. Un qui va permettre de déployer le job Spark avec Scala et SBT. Ça va générer un FATJAR et ensuite on va le copier sur une bucket Cloud Storage. Et ensuite, on va avoir un deuxième job Cloud Build qui, lui, va permettre de déployer le DAG Airflow, dans Cloud Composer, dans une bucket dédiée. Et en fait, derrière, on va aller dans la page qui contient tous les DAG dans Apache Airflow et on va pouvoir exécuter notre DAG et exécuter et dérouler notre use case. Pour la partie Cloud Build, comme pour les autres vidéos, ce projet est hosté dans un repository GitHub et Cloud Build permet de se plugger sur ce repository GitHub. Donc là, sur ça, on est bon. C'est des éléments qu'on a déjà vus plusieurs fois. Donc ce qu'on va faire, pour aller un petit peu dans le code et dans le use case. Pour le use case, comme je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, on a de la donnée brute qui va nous fournir des données brutes de statistiques d'équipe. Et donc en gros, on va avoir une liste de buteurs et de passeurs par équipe. Ensuite, pour la donnée domain, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer le nombre de buts total par équipe. On va aussi calculer qui est le meilleur buteur et aussi le meilleur passeur de l'équipe.
comme je l'ai expliqué dans différentes vidéos. C'est un use case assez simple, mais voilà, qui simule un cas plutôt réel de traitement de la donnée et de transformation de la donnée. Ensuite, on va aussi croiser de l'information avec un fichier slogan. C'est qu'on va récupérer les slogans par équipe, on va les croiser dans notre liste d'équipes dans cette donnée domain qu'on va calculer. Donc ça, c'est pour le use case. Ensuite, comme je l'ai montré dans différentes vidéos, avec Apache Airflow, on va pouvoir écrire de la configuration pour notre DAG. Et cette configuration peut être écrite dans un fichier JSON. En gros, dans notre fichier JSON, on a un nœud parent. Et en fait, dans ce nœud parent, on va avoir toute notre configuration. Dans ce DAG-là, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que le DAG exécute le job Dataproc Serverless qui lui a la responsabilité de la partie data processing et de la partie transform, on va simuler le fait de déplacer le fichier traité, le fichier JSON brut traité. On va le prendre et on va le copier d'un répertoire hot vers un répertoire cold pour simuler le fait que quand notre fichier est traité, on va le backuper quelque part. Donc c'est pourquoi ici, j'ai de la configuration pour mes buckets et mes objets d'input. Et j'ai aussi de la configuration destination pour dire, voilà, je copie mon fichier source vers cette destination. Ensuite, ce qui est intéressant avec Apache Airflow, c'est que je vais pouvoir centraliser toute la configuration de tout mon DAG et de tout mon diagramme DAG, ETL. Et en fait, par défaut, dans Apache Airflow, comme je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, Apache Airflow est basé sur un ensemble de tâches à exécuter et un ensemble d'opérateurs. Et en fait, par défaut, on a une caisse à outils d'opérateurs qui permettent d'exécuter des actions sur Google Cloud Platform. Et on a, par exemple, un opérateur qui va permettre de lancer un job Dataproc Serverless, que ce soit avec Python ou un écosystème Scala JVM. Donc voilà. Par défaut, cet opérateur dans Airflow va utiliser de la configuration standard pour Dataproc Serverless. Parce que Dataproc Serverless, en fait, fournit une API REST et on peut, via cette API REST, on peut lancer des jobs, arrêter des jobs et on a aussi d'autres actions. En fait, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on propose la configuration standard de cette API REST avec Dataproc Serverless. Et ensuite, on va passer tout ce nœud job config. Ici, on va le passer à notre job Dataproc Serverless en mode standard. La configuration, de toute façon, est assez lisible ici. Ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on a un nœud Spark Batch. Et comme je l'ai expliqué précédemment, on a différentes façons de déployer un job Spark avec Dataproc Serverless. Soit ça va être une image Docker, ou soit ça va être un jar qu'on va déployer dans une bucket. Dans ce use case, moi j'avais choisi de proposer un fat jar avec Spark Scala. De toute façon, il y a aussi une vidéo dédiée pour expliquer en détail ces concepts avec Spark Scala et Dataproc Serverless. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici. Donc là, on a le chemin du fat jar. On donne le chemin de la classe main pour le job Spark Scala. Ensuite, le job Spark, lui, va avoir de la configuration, ce qu'on appelle le nœud args. Donc là, on donne le fichier raw pour lire la donnée brute depuis Cloud Storage, le fichier slogan pour croiser la data pour chaque nœud équipe, on va récupérer le slogan, on va le raccrocher à l'équipe pour la donnée domain. Et à la fin du use case, on va sauvegarder la donnée dans une table BigQuery. Donc c'est pourquoi ici on donne le dataset et la table destination dans BigQuery. Un détail pour Dataproc Serverless, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, Dataproc Serverless a des versions de runtime. Et si on va dans la documentation ici, ici on a différentes versions de runtime avec Spark et Dataproc Serverless. Et moi, dans ce use case, j'ai choisi cette version-là, 2.0.33. Et dans ce cas-là, on a une version de Spark à 3.3.2 et on a aussi la version 17 de Java. Donc voilà, pour expliquer un peu cette notion de
runtime version avec Spark et Dataproc Serverless. Ensuite, on a un autre nœud qui s'appelle Environment Config. Et dans ce cas-là, on va pouvoir passer de la configuration comme on va pouvoir donner un service à compte qui, lui, va avoir les différents droits et les différentes permissions pour exécuter le job Dataproc Serverless. Et ensuite, le job Spark doit avoir le droit de lire les fichiers depuis Cloud Storage et ensuite d'écrire le résultat dans une table BigQuery. Donc en fait, ce service à compte doit avoir les permissions nécessaires pour effectuer ces différentes actions. Donc pour faire un petit saut dans Google Cloud, par exemple, dans la partie IAM, là on a le service à compte dédié pour Dataproc Serverless. Et pour des raisons de simplicité, j'ai ajouté des rôles prédéfinis à mon service à compte. Parce qu'en fait, comme je l'expliquais dans d'autres vidéos sur Google Cloud, on a des rôles prédéfinis qui ont déjà un ensemble de permissions par défaut. Et ensuite, on va pouvoir ajouter des rôles au service à compte. Le problème avec cette approche-là, bon là on l'a fait pour des raisons de simplicité, c'est que souvent les rôles prédéfinis vont avoir un peu trop de permissions. Par exemple, un BigQuery Data Editor, peut-être que ça va avoir plus de permissions que nécessaire pour effectuer les actions souhaitées. Bon, là, pour des raisons de simplicité, on a utilisé ces rôles prédéfinis avec le Dataproc Editor, Dataproc Worker et aussi le Storage Admin pour pouvoir interagir avec Cloud Storage. Mais de façon générale, comme je l'expliquais dans un use case précédent, pour de la best practice sur Google Cloud, il vaut mieux avoir des rôles custom qu'on va créer nous-mêmes et ensuite on va ajouter des permissions vraiment en mode très fin et chaque permission nécessaire on l'ajoute à notre custom role, ce qui nous permet d'appliquer un principe de sécurité qui s'appelle le Least Privilege Principle et qui est une best practice de sécurité. Bon, là on en parle, mais pour des raisons de simplicité, on a utilisé les predefined roles avec Google Cloud et ce service à compte dédié à Dataproc Serverless. Je reviens ensuite dans mon job, dans ma configuration de DAG. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, on est en mode serverless avec Spark et Dataproc Serverless, mais on peut quand même utiliser un petit cluster pour avoir la partie history. Parce qu'en fait, avec Spark, on a ce qu'on appelle l'UI de Spark, et avec ça, on peut monitorer finement nos jobs Spark et voir un peu ce qui s'y est passé. On peut accéder au DAG de notre job Spark, accéder aux différentes tâches, voir ce qui s'y est passé. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Dataproc Serverless, par défaut, donne accès à du monitoring. Mais pour avoir un monitoring plus approfondi sur les différents objets de l'algorithme utilisé dans l'algorithme de Spark, on peut aussi accéder à la UI de Spark, créer un cluster history et ensuite dire que lorsqu'on va exécuter notre job Dataproc Serverless, on va pouvoir donner le chemin de ce cluster history. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici parce que dans la vidéo précédente, j'ai expliqué en détail ce concept-là, mais j'en parle quand même assez rapidement ici. Je vais donner également l'ID de mon job Spark ici et je vais passer aussi la location qui va être en Europe Ouest 1. Donc là, c'est bon pour la partie configuration. Ensuite, pour la partie Spark, comme j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, j'ai cette arborescence SRC main Scala. Donc c'est l'arborescence standard des projets Scala avec SBT par exemple. Et je ne vais pas trop rentrer dans le détail de la logique de code avec Spark Scala parce que je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Mais très rapidement, voilà, je vais avoir une classe main ici qui va être le point d'entrée de mon application Spark. Je vais créer une Spark session. Je vais récupérer ma configuration ici avec Spark. Je vais lire ma donnée depuis Cloud Storage dans une structure qui s'appelle dataset, qui est en gros une structure colonnaire typée qui va me permettre de récupérer ma data et ensuite, avec Spark SQL, d'appliquer les différentes transformations. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je récupère mes slogans, parce que je vais croiser mes slogans par équipe dans mes équipes. Et ensuite, j'ai un mappeur de données qui, lui, va me calculer
la donnée domaine finale dans un dataset typé. Et à la fin de ce use case, je vais avoir mon dataset. Je vais ajouter une colonne technique pour les dates. Je vais dire que l'option d'insertion, c'est l'option direct qui utilise l'API de BigQuery. Ici, je vais dire que je ne vais pas créer la table BigQuery parce que je délègue cette responsabilité à un outil d'infra as code comme Terraform, par exemple. Là, je vais indiquer que je suis en mode append, que je ne vais pas effacer la table et remettre les datas, mais je vais ajouter les datas dans ma table. Et je sauvegarde la donnée dans ma table BigQuery ici. Voilà. Pour rentrer un peu rapidement dans la partie mappeur de données, ici, j'ai ma donnée raw, je croise la donnée avec mes slogans, j'applique mes différentes transformations avec Spark SQL pour calculer le meilleur buteur, le meilleur passeur et aussi le nombre total de buts par équipe. Et à la fin, je récupère ma structure dataset typée via un encodeur ici. Donc ça, c'est une logique que j'ai déjà expliquée dans ma vidéo précédente. C'est pourquoi je ne fais pas trop un focus là-dessus aujourd'hui. Donc c'est bon pour la logique de Spark. Ensuite, je vais dans la partie DAG. Et comme pour les vidéos précédentes, pour ramener ma configuration JSON qui, elle, est déployée dans le serveur de config de Apache Airflow, j'ai une classe qui s'appelle Settings. Et depuis cette classe-là, en Python, via cette syntaxe, variable.get, je vais récupérer ma configuration JSON avec Airflow. Et je vais avoir ça avec un dict Python. Et ensuite, en mode per-clé-valeur, je vais pouvoir récupérer les différents éléments qui m'intéressent. Donc là, j'ai la config de mon job, j'ai l'ID du job, la location, les données sources, les éléments destination pour faire le déplacement de cold vers hot. Et ensuite, j'expose ces différents éléments dans le code de mon DAG. Donc pour le code de mon DAG, de façon standard, comme j'ai expliqué dans différentes vidéos, j'ai cette syntaxe de code qui me permet d'instancier un DAG. Je lui passe de la configuration par défaut, un cron, donc là en l'occurrence c'est un job manuel. Mon ID de job doit être unique, c'est pourquoi ici je génère un suffixe pour mon job, un suffixe qui est random. Je récupère le batch ID et j'ajoute un suffixe ici pour rendre ça unique pour mon job Dataproc Serverless. Ensuite, comme je l'ai expliqué précédemment, j'ai une caisse à outils d'opérateurs qui est fournie par Apache Airflow pour Google Cloud. Ici, j'ai importé cet opérateur depuis le provider Google, ici. Donc là, on est parfait. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser cet opérateur, lui passer la task ID, le project ID qui, lui, est récupéré depuis mon settings parce qu'en fait, avec Cloud Composer, on a des variables d'environnement qui sont proposées par défaut comme le nom, l'ID du projet GCP. Donc ça, c'est top. Je récupère la location depuis ma configuration. Je récupère le nœud config depuis ma config JSON que j'ai déployé précédemment, ici. Donc c'est tout le nœud config qui est là, qui est le nœud standard comme je l'ai expliqué précédemment. Et en fait, ici je passe le batch ID et en fait cet opérateur va me permettre de lancer mon job Dataproc Serverless. Et ensuite, Apache Airflow va attendre que le job se termine, va récupérer son statut et va passer à la suite. Et la suite, ça va être une seconde tâche et un second opérateur qui, lui, va déplacer le fichier traité du folder du folder hot vers le folder cold. D'ici, on a un truc qui s'appelle moveObject. On a cette syntaxe-là qui permet de faire le séquencement des tâches. Donc là, on est en série, c'est-à-dire que on a deux tâches qui se succèdent. On lance le job Spark et ensuite on attend et on déplace le fichier traité dans le répertoire cold. Donc la logique de code est ici et bien expliquée avec Apache Airflow. Donc là on est parfait. Et ensuite je vais passer à la partie CI/CD. Alors, avant de passer à la partie CI/CD, il y a un détail qui est assez important.
c'est que lorsqu'on exécute un job Dataproc Serverless depuis Apache Airflow, on peut tomber sur un problème de quota, parce que par défaut, Google Cloud propose des quotas sur la partie Compute Engine. Il faut comprendre aussi un détail, c'est que Apache Airflow qui tourne sur Cloud Composer utilise un cluster GKE, et behind the scene, un cluster GKE, c'est un ensemble, ça utilise ce qu'on appelle des VM Compute Engine en mode MIG, donc c'est un ensemble de VM Compute Engine. Donc Airflow a besoin, utilise des VM Compute Engine, et Dataproc Serverless utilise également des VM Compute Engine qui sont créés à la volée et ensuite détruits une fois que le job est terminé. Ces aspects font que par défaut, en tout cas par défaut sur une version gratuite de Google Cloud, on risque de dépasser le quota qui est proposé par défaut. Et dans ce cas-là, soit on va changer la configuration de notre cluster pour pouvoir sizer le cluster pour que ça utilise un peu moins de VM sur Cloud Composer, ou soit ce qu'on va faire, ce qui va être un peu plus simple, c'est qu'on va venir dans cette page sur Google Cloud, cette page qui gère les quotas. Et en fait, on va pouvoir accéder ici à Compute Engine API et sur le CPUs, on va pouvoir faire une demande d'augmentation de quotas. Et ça, c'est en faisant ça, on va pouvoir augmenter le quota et ensuite on n'aura plus de problème pour exécuter notre job Dataproc Serverless, notre DAG Airflow avec Dataproc Serverless. Par contre, pour pouvoir le faire, on ne va pas pouvoir le faire avec une version gratuite de Google Cloud. Il faut switcher vers une version payante et ensuite on peut accéder à ce menu et faire une demande d'augmentation de quota. J'ai souhaité en parler ici. De toute façon, je vais écrire également un article dédié pour ce use case qui remontrera en détail ces éléments de quota et indiquera en détail comment faire pour augmenter ça et pouvoir lancer notre DAG Composer avec Dataproc Serverless. Mais voilà, je souhaitais en parler parce que c'est un aspect qui est assez important ici. Pour retourner ensuite sur notre DAG, donc on a expliqué, là on déplace le fichier traité dans le répertoire cold. Ensuite sur la partie CI/CD, comme je l'expliquais dans le diagramme et le schéma initial, on a un premier job cloud build ici qui va permettre de déployer le job Spark Scala, de créer le FATJAR et ensuite de le copier sur la bucket Cloud Storage. Donc là, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. On a une image Docker Scala SBT et ensuite avec cette ligne de commande SBT Assembly, on va pouvoir générer un FATJAR et ensuite copier ce FATJAR depuis le target vers la bucket Cloud Storage. On passe des variables d'environnement. Ici, je ne vais pas exécuter ce job cloud build parce que je l'ai fait précédemment et ça prend quelques minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon README. Je vais quand même lancer la partie déploiement du DAG Airflow. Ici, j'ai une ligne de commande dédiée. Je vais dans ma session shell et je lance cette ligne de commande qui va me redéployer le DAG. Donc là, on est très bien là-dessus. Ensuite, on va faire un saut sur la partie YAML qui explique la logique de déploiement de mon DAG Airflow. Alors, ici, on est dans la même logique que ce que j'ai expliqué précédemment dans les autres use cases qui concernent les diagrammes ETL et Apache Airflow. On a besoin de déployer un fichier setup à la racine de la bucket DAG de Composer. On va déployer la configuration que j'ai montré précédemment ici, variable.json. Donc on prend tout ce nœud-là et on va le déployer dans le serveur de config de Apache Airflow. Et ensuite, on va déployer le répertoire DAG. Donc on a ici notre répertoire qui contient toute la logique de notre DAG. Et via ce script bash, on va pouvoir déployer ce répertoire DAG dans la bucket de Cloud Composer. Je ne fais pas trop de focus là-dessus parce que j'ai montré cette logique de nombreuses fois dans mes différentes vidéos.
Je vais quand même montrer rapidement la commande gcloud qui permet de déployer le DAG folder ici. Donc là, on passe en variable d'environnement le nom du répertoire du DAG. Et ensuite, via cette ligne de commande gcloud composer DAG import, on peut prendre ce répertoire et le déployer dans la bucket de Cloud Composer. Donc là, on est parfait. Notre Job Cloud Build est en cours d'exécution et ça va déployer le DAG dans Cloud Composer. En attendant que ça se termine, je vais aller faire un petit saut sur la partie Dataproc Serverless pour montrer un petit peu un job ici. Alors, on va rafraîchir un petit peu la page. On va attendre quelques secondes. Bon, le DAG est terminé, donc ce qui est parfait. On va retourner dans la page d'accueil d'Apache Airflow. On a le web server qui contient la liste des DAG. Et là, j'ai mon job Spark Scala. Je vais cliquer sur ce bouton-là, lecture. Je trigger mon DAG. Et ensuite, on va accéder au DAG qui est en cours d'exécution. On y accède. On a accès au graphe de notre DAG, ici, ce qu'on appelle le graphe view. Et ici, on va avoir nos deux tâches qui vont s'exécuter en série. On peut accéder ici au rendered pour montrer qu'on a bien passé la configuration à notre opérateur et à notre tâche dédiée à Dataproc Serverless ici. Le chemin du FATJAR et tout ce qui est configuration du job. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, on peut accéder au log également de la tâche. Voilà, si on veut voir un peu ce qui s'y est passé. Très bien. La même chose ici, on peut accéder au render et au log. Donc là, on est bon. On a le source object et la destination bucket. Donc là, on est bien. Je reviens ici. Et ensuite, on va faire un saut sur Dataproc Serverless. On va rafraîchir notre page. Et on voit ici qu'on a bien un job qui est en cours d'exécution. Donc là, on va zoomer un peu cette page. Et on va accéder à notre job Dataproc Serverless ici. Et donc là, on voit que c'est en cours d'exécution. Comme je l'ai expliqué précédemment, depuis cette page-là, on a accès à tous les éléments de configuration pour notre job. Et on a aussi le temps d'exécution et la durée de notre job. On voit que le créateur de ce job, c'est Cloud Composer et le service à compte dédié à Cloud Composer. On voit la runtime version ici. Les différents arguments qu'on a passés au job, le jar, et ensuite un détail qui est aussi important ici. Alors, toc toc toc, j'ai l'impression qu'on a une petite erreur ici. Team name does not exist. Bizarre. Là, on a eu une petite erreur ici sur notre job. Alors qu'en fait, normalement, il n'y a pas vraiment de problème ici sur le job Dataproc Serverless. Mais bon, allez voir là ce qui va nous dire le DAG Airflow ici. Parce que je l'avais exécuté précédemment et tout s'était bien passé. Analysis exception, team name does not exist. Alors, on va aller quand même jeter un œil sur notre table BigQuery ici. Et on va rafraîchir notre table. On l'ouvre ici, toc toc. Et on va aller dans Preview. OK. Donc là, on a un petit problème d'exécution. On va aller voir ce qui s'est passé. Mais pour revenir un petit peu sur la partie qui est intéressante avec Dataproc Serverless, c'est que par défaut, Dataproc Serverless utilise de l'autoscaling. Et par défaut, c'est Dataproc Serverless lui-même qui va utiliser des configurations d'exécuteurs et de drivers avec Spark. Et là, c'est un aspect qui est vraiment intéressant. On peut, si on le souhaite, override et surcharger ses propriétés avec Dataproc Serverless. On peut passer un nœud properties à notre job Spark et Dataproc Serverless. Donc c'est intéressant d'en parler ici. Et on a aussi ici, alors ici team name, je pense qu'il y a eu quelque chose. Alors ça c'est un fichier qui, allez voir un petit peu ici, toc 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 dans notre bucket. Ici on a notre bucket, on va recharger. Moi je pense qu'il y a eu un petit souci, mais un petit souci de contexte. Alors on ne sait pas trop pourquoi. Hein. On va rafraîchir un petit peu notre DAG. Et normalement, il va être marqué en erreur ici. On va attendre juste quelques minutes.
Oui, pour Dataproc Serverless, il y a un aspect qui est intéressant, c'est qu'on peut accéder à un outil de monitoring ici et ça nous donne le nombre d'exécuteurs qui a été utilisé par notre job Spark. Un détail aussi, c'est qu'on peut accéder au cluster history, comme je l'ai expliqué précédemment. Et on peut accéder dans cette partie UI, on peut accéder aux différents éléments pour notre job Spark. Donc là, on est bien. On peut monitorer un peu plus en détail notre job Spark si nécessaire. Là, le job Airflow attend et indique que justement on est en erreur. On va refaire une tentative ici d'exécution et on va voir ce que ça donne parce que normalement la colonne team name existe dans la partie résultat de notre job. Hop, on arrive un petit peu dans la partie app ici. Moi je pense que cette exécution devrait fonctionner, donc on est reparti pour un tour. On accède à notre diagramme de DAG et on va attendre que l'exécution se fasse. Une fois que le job Spark avec Dataproc Serverless sera terminé, on va faire le déplacement vers le répertoire cold et derrière, ce sera la fin un peu de ce use case là. Si l'exécution ne marche pas, bon, pas grave, hein, on essaiera de comprendre une prochaine fois pourquoi. Mais en tout cas, on est reparti pour un tour ici. On a notre job qui est en cours d'exécution et on va attendre quelques secondes pour voir si l'exécution fonctionne. Bon, parfois, on est un peu en effet démo ici. Mais en tout cas, je l'ai exécuté tout à l'heure, le job, et normalement, il est censé fonctionner. Surtout que la table BigQuery est bien ici comme attendu, quoi. Donc la colonne team name est bien là. Peut-être que j'ai fait un truncate entre temps, que j'ai vidé les données de la table et que peut-être que ça a créé un effet de bord sur ma sauvegarde dans BigQuery. Pas grave, on est reparti sur notre DAG ici, on attend quelques minutes et dans notre job Dataproc Serverless, on est en pending ici, j'ai ouvert l'onglet là et on est en mode running. Toc toc toc, donc là on est reparti. Bon, ok, bon. On a un petit souci d'insertion ici. Bon, c'est pas trop grave, hein, mais voilà. On a expliqué les différents concepts. Sur la donnée résultat ici, on calcule les différents éléments comme attendu et on est bon pour ce use case. Écoutez, c'est un plaisir pour moi d'avoir montré ce use case à la communauté Google Cloud. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré comment exécuter un job Dataproc Serverless avec un outil d'orchestration de pipeline comme Apache Airflow. On lit la donnée brute de Cloud Storage, on la sauvegarde dans BigQuery, on fait la partie automatisation de déploiement avec Cloud Build, avec Spark Scala, et normalement, on est bon. Écoutez, c'est un plaisir. N'hésitez pas à nous aider et à soutenir notre travail pour la communauté Google Cloud en vous abonnant à la chaîne. Cliquez sur le bouton subscribe, ça nous boostera et ça nous permettra de grandir et d'apprendre ensemble. Merci à tous, bye bye.